Et on va voir un peu l'exploitation des réseaux, les attaques et un petit peu ce que fait la NSA, la CIA. Puisque je vais me baser sur un document de Mathieu Monte, qui est un expert en sécurité avec 15 ans d'expérience dans le développement d'outils de stratégie de communication informatique, qui a travaillé pour les entreprises et le gouvernement américain, CIA, NSA, et sa carrière comprend des postes techniques et de leadership dans l'industrie aux États-Unis, communauté du renseignement, titulaire d'une maîtrise en génie informatique de l'université de Cornell. Alors, euh, bien sûr, tout ce que je vais vous dire ne constitue pas une publication officielle des informations de la CIA, loin de là, et ça n'engage que les propos de l'auteur, que ce soit les miens ou celui de Mathieu Montet. Alors, première partie, on verra l'introduction à l'exploitation du réseau informatique. Encore une fois, je vous parle tout le temps des TTP, des tactiques, des techniques, des procédures. Il faut aussi la théorie. Donc là, on va voir comprendre la théorie, la philosophie, le mindset. Donc, je cite d'ailleurs sur ma chaîne, je crois que ça commence comme ça, je dis, Shunzo disait dans l'art de la guerre, Art of War, la meilleure des conduites est de vaincre son adversaire sans avoir à l'affronter, en substance. Donc depuis combien 3000 ans, l'art de la guerre, Shunzu, les historiens et les analystes ont cherché des théories directrices lors d'un conflit, comprendre les principes du conflit. Leur but n'était pas toujours de créer un traité académique à contempler ou de fournir un flot incessant de citations concises pour des présentations marketing. Au contraire, en explorant les principes du conflit, l'objectif est de conférer un avantage dans la formation, la planification, la recherche et le développement, l'exécution et la défense. Donc en bref, on va essayer d'augmenter l'efficacité d'une force combattante dans tous les aspects. D'accord. Ça, c'est la théorie et c'est les axes. C'est pareil, c'est une boucle rétroactive et on réfléchit constamment à tous ces points qui sont cruciaux pour une nation, pour une armée. Les systèmes d'information, c'est une nouvelle zone de conflit. Je vous ai expliqué que on a la fusion entre l'espace et le cyberespace. Ce principe de 5 dimensions, avec l'espace, le cyberespace, et les 3 dimensions que vous connaissez, sur la Terre, dans les mers, sous la mer, dans les airs. D'accord. Donc il faut toujours, c'est ce que fait l'armée, se mettre en 3 dimensions, et puis pas oublier le temps, puisque la temporalité pourrait être également assimilée à une dimension qui est propre. Je vous dis tout le temps, frise chronologique pour retracer les événements, d'un attentat, d'un crime, d'une cyberattaque, et puis d'un conflit, d'accord. Sur des batailles, après, vous avez tout le temps le retour d'expérience. On essaye d'apprendre de choses qui sont déjà passées, ou qui vont se produire. On essaie de se projeter à la fois dans l'avenir, réfléchir à 50, 100 ans, ce qui se passera pour une nation sur le champ de bataille, et réfléchir à tout ce qui s'est déjà passé, tous les conflits, les analyser, les rejouer, comme on dit, pour mieux comprendre, en fait, et tirer des conclusions. C'est ce qu'on appelle le retour d'expérience dans l'armée. Et le débriefing, on fait tous des débriefings. Le débriefing, on a le briefing, on passe à l'action, et ensuite on débrief, d'accord. Ce principe de débrief, c'est justement pour améliorer et réfléchir aux procédures qui pourraient être améliorées, et on pourra peut-être améliorer par la suite aussi nos tactiques, nos techniques, d'accord. Mais c'est pareil, quand vous allez faire des tests d'intrusion, quand vous allez faire peut-être des actions de red teaming, vous allez après débriefer les équipes et les aider à mieux comprendre les lacunes, tant sur le plan technique, mais également aider les équipes à fournir aux parties en présence des procédures. Des procédures qui permettront, je vous dis, vous ne devez pas réfléchir, vous devez avoir une procédure à chaque fois pour chaque situation. C'est comme, je vous fais tout le temps l'analogie du pilote qui a un problème dans un avion, il n'a pas le temps de réfléchir. Tout de suite, ils sont à deux, il y a un pilote, il y a un copilote, il y en a un des deux qui garde le contrôle, ou qui essaye de garder le contrôle, en fonction de la gravité de la panne, et l'autre, il troubleshoot. Il va diagnostiquer le problème, essayer de diagnostiquer le problème, trouver la procédure adéquate pour solutionner le problème. En tout cas, pour maintenir l'avion assez longtemps en vol, pour qu'il puisse
atterrir, hein, le plus rapidement possible pour la sécurité, des passagers, c'est vous, quand vous prenez l'avion. Bah, là, c'est pareil, hein, c'est cette philosophie. On doit protéger nos assets, comme on les appelle pour un État-nation, c'est les importances, les acteurs, les opérateurs d'importance vitale qui permettent le bon fonctionnement du pays sur le plan économique, sur le plan industriel, etc., etc., hein, les chaînes logistiques, tout ça. Donc les systèmes d'information, vous savez, je vous parle tout le temps de la société toute digitalisée, hein, on y est, et je vous avais expliqué dans d'autres cours que plus la société devient technologique, plus tout est digitalisé, plus ça en fait une faiblesse, hein. C'est le colosse au pied d'argile. On fait toujours la métaphore, vous pouvez faire les parallèles, l'analogie avec la guerre en Ukraine, hein. On voit que maintenant, avant d'appuyer les fantassins, hein, sur un théâtre d'opération, on va lancer une composante cyber, on va aller pirater les centrales, on va essayer de faire du déni de service. Hem, hein, ça peut être, faire péter des pipelines, et cetera. On a eu, je crois, une quinzaine d'explosions depuis le début du conflit en Ukraine, hein, donc vous voyez qu'il y a cette prépondérance et tout ce que je vous avais dit dans mes précédents cours, on le voit bien en application, hein, avec la guerre en Ukraine. Ça nous a ouvert les yeux à tous, sur la nouvelle doctrine militaire, en termes de cyberespace, en termes de composantes de la cyberguerre et des drones, hein. Les drones, n'avaient jamais été à une telle échelle, utilisés, hein, pour faire de la reconnaissance et avoir des informations en temps réel sur le théâtre d'opération. Donc les systèmes d'information, c'est vraiment ce qui permet, c'est un aspect critique de l'économie mondiale. Vous savez que les économies sont globalisées, et les États-nations modernes ne peuvent pas se passer de ces SI, hein, les systèmes d'information. Donc on a des courriers électroniques, on a le web, mais moins visible, on a aussi tous les systèmes qui permettent l'inventaire, les commandes, le paiement, hein, pour faire tourner les affaires. Vous remarquez à peine que lorsque l'épicerie imprime des coupons, hein, en fonction de vos habitudes d'achat. Vous allez dans votre supermarché, tac, tout de suite, hein, on va vous donner des points pour que vous veniez. Donc tout ça, c'est automatique. Et comme on a la tête dans le guidon, on fait les choses par automatisme, en fait. On ne pense pas que, hein, encore une fois, un petit impact peut avoir ensuite un gros impact. Donc la perte d'inventaire, ou si jamais c'est pas réapprovisionné, hein, on a des petits soucis en ce moment de réapprovisionnement des supermarchés à cause de la guerre en Ukraine, et ben ça peut entraîner des couacs, hein. Donc tout seul un élément comme ça, sorti de son contexte, c'est pas important. Mais après, comme l'économie est globalisée, hein, c'est le principe de l'effet papillon, et ben ça peut entraîner de gros problèmes, des effets de bord. Donc toutes ces données, elles sont partagées sur un réseau et stockées dans un centre de données, hein, vous le savez, ce qu'on appelle un data center. Et pour vous, c'est totalement transparent, hein. Là, vous êtes sur YouTube, est-ce que vous savez qu'il y a les DNS, il y a les CDN qui vous versent du contenu, que vous vous connectez pas directement au serveur américain? Il doit y avoir des CDN proches de chez vous qui vous livrent ma vidéo en temps réel et les paquets arrivent sur votre ordinateur. D'accord? Donc toute l'architecture, toute l'infrastructure pour vous, elle est totalement transparente. Vous allez dans votre navigateur, vous lancez YouTube, vous regardez sur votre smartphone, sur votre tablette, vous avez ma vidéo. D'accord? Mais on pense pas derrière toute l'architecture, hein. Bah là, justement, pour le sujet, c'est important de bien comprendre l'architecture pour comprendre tous ces phénomènes sous-jacents. Donc la base de données, elle est également invisible, hein, mais elle peut révéler non seulement à quel article, hein, si je reprends l'exemple de votre épicerie ou de votre supermarché, hein, quel article vous avez acheté, hein, et si vous possédez peut-être, je sais pas, des enfants, vous êtes marié, vous possédez des animaux de compagnie, vous aimez boire, vous êtes en dehors de la ville en ce moment, tout ça, c'est de la base de données, hein. Qui connaît ce que tu consommes, hein, à ton supermarché? Mais ta carte bleue. Grâce à ta carte bleue, je sais exactement ce que tu fais. Je connais toute ta vie. Je peux tout retracer et grâce aux métadonnées, comme les fadettes de ton téléphone, je sais exactement où tu es. Je peux te géolocaliser, je peux commencer à rentrer dans ta tête et savoir comment t'influencer, comment te vendre de la merde, hein, dans une société capitaliste. Donc voilà, je vais faire du neuromarketing, hein. C'est comme ça que le big data est devenu le nouvel or noir, parce qu'on en sait plus
avec les empreintes que vous laissez dans la vraie vie, votre carte bleue, vos tickets, hein, tout simplement, hein. On sait ce que vous achetez, combien, est-ce que tu es tout seul, célibataire? Tu auras pas la même consommation alimentaire, tu l'as bien compris, que si tu as des enfants, hein. Si tu as des enfants, tu vas acheter des couches, par exemple. Si tu es célibataire et que tu achètes des couches, c'est que tu as un certain âge, hein, et tu commences à vieillir et à te pisser dessus. Là, c'est plus grave, d'accord? Donc, vous voyez comment on peut déterminer votre profil, hein, et c'est ce que font les data brokers, hein, comme on les appelle. On va récupérer vos données sur internet, on va les fusionner, on va merger plein de bases de données qu'on aura achetées à gauche, à droite, et je vais les revendre, hein, à d'autres sociétés. Ça, c'est ce qu'on appelle les data brokers, hein. Et c'est un milieu un peu particulier. On va traiter, raffiner l'information, comme je le dis toujours avec le big data, et on va revendre vos données, hein. Je vous ai dit que pendant votre vie, vous allez générer, sans le savoir, 250 millions de dollars. Vous ne verrez jamais l'odeur de cet argent, hein. On va s'enrichir sur vous. Vous allez être une vraie vache à lait, un consommateur. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, la saveur de la crème glacée que vous préférez, c'est peut-être pas un secret, hein, qui vaut la peine d'être volé, si on en revient à un État-nation. Il peut y avoir une mine d'informations, mais le fait de savoir que tu préfères les glaces à la vanille m'intéresse que peu. Par contre, qui tu fréquentes, qui tu vois, avec qui tu travailles, ce que tu penses en termes politiques, hein, tout ça, ça me permettra d'en savoir plus pour toi, hein. Tes connexions à ta banque, hein. Si jamais j'usurpe le jeton de connexion, ton token, hein, que tu utilises dans ton navigateur, eh ben, je vais pouvoir savoir ce que tu consommes, hein, grâce à ta banque. Si jamais je j'écoute tes réseaux sociaux. Je vais pouvoir savoir, quels sont tes voisins, hein, s'il y a des dissidents, hein. Est-ce que tu pousses éventuellement à la subversion de l'État, hein, de l'État-nation? Est-ce que tu es un bon citoyen, comme je te le dis toujours, ou tu es plutôt critique, hein, sur la société qui t'entoure? En fonction de ça, bah, ouais, ça va orienter et là, pour un État-nation, ça va être intéressant, hein. On a les renseignements généraux, hein, qui s'intéressent aux gens en fonction de ce qu'ils disent sur internet, hein. Pourtant, vous êtes en démocratie, je vous le répète, d'accord? Mais il faut quand même avoir, gardé un esprit critique sur tout ça. Vous n'êtes jamais vraiment libre, d'accord? Que vous en soyez conscient ou que vous en soyez pas conscient, OK? Mais le pire, le plus triste, hein, vous allez très bien enfin certains de ma chaîne vont très bien comprendre la teneur de mes propos. Si vous êtes la tête dans le guidon et vous ne savez même pas que vous êtes espionné, bah, c'est encore plus triste, d'accord? Parce que vous allez vivre toute votre vie avec cette illusion, d'accord? Le but là, c'est de parler, bah ouais, comment on vous espionne, hein, avec du code source, des systèmes informatiques, et puis comment ça peut être pour une nation extrêmement important. Mais revenons aux cyberattaques, hein. Si je peux injecter une porte dérobée dans un F-35 Joint Strike Fighter, JSF, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux contrôler l'avion, hein. Je peux appuyer sur un bouton, faire activer une ligne de code, et là, je vais faire tomber l'avion, hein. Vous savez que les avions aujourd'hui, il y a des contrôleurs de bord, hein. Il y a toute une avionique, il y a plusieurs ordinateurs redondants qui permettent à un avion de voler, hein. Avant, les avions étaient stables, d'accord? Maintenant, on est passé sur des profils d'avions qui sont dits instables. Alors, pourquoi cette instabilité? Parce que ça va permettre à l'avion de chasse d'avoir une meilleure manœuvrabilité, hein. C'est le principe. On déporte généralement le centre de gravité de l'avion de chasse vers l'arrière, d'accord? Comme ça, il aura tendance à cabrer tout de suite, naturellement, et ça permettra d'avoir un AOA, hein, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire un haut angle d'attaque, hein, pour pouvoir serrer, virer plus vite avec, son adversaire. D'accord? Le problème, c'est que cet avion, sans l'ordinateur, hein, on a des commandes totalement digitales depuis, allez, on va dire un peu moins de 40 ans, mais on va dire ça fait, ouais, à peu près 40 ans que la plupart des avions maintenant, quasiment tous en fait, ont ce qu'on appelle du fly by wire, hein. C'est-à-dire qu'on tire plus des poulies, des câbles, hein, pour activer déplacer les volets, les ailes de l'avion. Maintenant, tout est informatique, d'accord? Donc, il y a de la fibre optique et c'est, bah, vous le savez, une impulsion de lumière, des photons qui passent dans la fibre et qui font déplacer des cerveaux moteurs, hein, qui permettent de déplacer les surfaces de l'avion. Donc tout ça, c'est informatisé. Si jamais vous faites une attaque de supply chain,
hein, vous allez pirater les serveurs de Lockheed Martin, vous injectez une porte dérobée, tous les avions F-35 vont recevoir leur mise à jour. Hein. On va les mettre à jour, hein, comme des ordinateurs, d'accord? Et bien là, si vous avez fait votre attaque de chaîne logistique, hein, comme on l'appelle en bon français, supply chain, et ben vous allez injecter à tous les F-35 du monde, de toutes les armées, une porte dérobée dans l'avion. Hein, et à tout moment, vous pouvez appuyer sur un bouton, les ordinateurs se désactivent, ce que vous voulez, et l'avion il tombe comme une pierre. Il vole plus, c'est impossible, sans l'ordinateur, même avec un bon pilote. Ok? Donc vous voyez tout de suite les risques inhérents. Hein. Là, je vous donne un exemple concret. Et puis en plus, le pauvre F-35, il a eu tellement de problèmes qu'il n'y a même pas besoin de ça pour qu'il se crache. Mais bon, hein, je ne ferai pas de politique. Donc, compte tenu des énormes avantages économiques et militaires potentiels, hein, l'acquisition des informations, je vous ai dit, vous, avec votre glace à la vanille, vous n'êtes pas intéressant. Quand on commence à s'intéresser au monde de l'armement, complexe militaro-industriel, au secret industriel, hein, on sait que, bah oui, il y a de l'espionnage économique, industriel et technique. D'accord? Donc il n'est pas surprenant qu'il y ait des vols d'informations informatiques, hein, et que c'est devenu une profession bien financée. Hein, comme toute profession, elle a développé sa propre terminologie. Je vous parle tout le temps du jargon. D'accord? Bah c'est pareil, c'est important. D'accord? Donc on va parler, hein, c'est la partie que je vous ai mise dans la partie communauté tout à l'heure. On va parler de l'exploitation du réseau informatique, qu'on appelle CNE. Alors, c'est l'espionnage informatique, le vol d'informations, et ça comprend l'accès au système informatique et la récupération des données. Hein. Si on doit faire une métaphore, une analogie, c'est l'espion pendant la guerre froide qui va crocheter la serrure d'une maison, il se faufile, il prend des photos, des documents avec son appareil photo top secret et il sort. Hein, il quitte le lieu sans laisser de traces. D'accord? Une analogie plus moderne, ça serait un drone. Hein. Je vous ai dit en Ukraine, bah oui, ça envahit l'espace aérien d'un pays hostile pour recueillir des renseignements sur les forces des troupes. Hein. Et c'est même plus dangereux puisque maintenant le drone, on peut lui dire une fois que t'as plus d'essence, hein, ou d'électricité, tu vas aller te cracher, hein, en kamikaze. Tu vas aller te jeter sur les troupes adverses. Hein. Tu pourras en décapiter un ou deux si tout se passe bien. D'accord? Donc voyez, je parle très, très crûment, très trivialement, mais il y a toujours plusieurs utilités. Je vous répète tout le temps que la technologie peut être militarisée. Hein. C'est ce principe que vous verrez en informatique en attaque. Hein. C'est le CNA que je vais vous parler par la suite. C'est, je vous répète constamment, chaque technologie peut être militarisée. D'accord? Les technologies civiles que vous avez, vous, dans le monde civil, que moi aussi j'ai dans le monde civil, eh ben, on peut les militariser, hein, à l'insu de votre plein gré. Parfois, sans que vous le sachiez. Et là, ça devient très dangereux. Hein. Je te dis, si je prends le contrôle d'un ascenseur, si je fais chauffer l'eau de ton chauffe-eau, hein, et toi, tu as l'impression que tu vas mettre de l'eau à 25 degrés dans ta douche, et en fait, l'eau, elle est à 50, 60, 80 degrés, 100 degrés, eh ben, il y a des chances que, tu vois, tu finisses ébouillanté. Donc là, ça commence à devenir dangereux. Hein. Si tu bloques pas les freins de l'ascenseur et que le câble se lâche, ou il décide de chuter de 20 étages, t'imagines bien que tu vas te retrouver comme une crêpe à l'arrivée. Pareil, ça a un réel impact. D'accord? Donc on part d'une cyberattaque et on voit que c'est des pertes directes. Hein, des pertes directes. Soit collatérales, soit directes. Donc on peut entraîner des morts. Hein. Je vous ai dit, vous avez plus de puissance aujourd'hui avec quelques lignes de code qu'avec une Kalachnikov. Hein, je vous le répète tout le temps. Donc voilà, faut être sérieux, c'est pas de la rigolade. Hein. C'est vraiment ce qui va se passer, malheureusement, dans les années qui viennent, d'ici 50 ans, le paysage, hein, informationnel, le paysage opérationnel pour une armée, pour un État-nation, va complètement évoluer. Donc, passons à l'attaque de réseau informatique, qu'on appelle CNA, et on a cette règle dans le Pentagone américain, dans le DoD, hein, Department of Defense, on a les 4D. Les 4D, c'est perturber, nier, dégrader ou détruire. Hein, en anglais, on dit disrupt, qui veut dire perturber, deny, qui veut dire nier, dégrader, degrade, hein, and destroy. D'accord? C'est les 4D. Les 4D, je vous ai parlé de la 5D, ça c'est les 4D, hein, à pas confondre.
Donc ce principe, hein, on l'applique et on l'applique de façon automatique même. Vous allez le voir par la suite. Donc si je dois faire une vieille analogie, c'est quoi? L'exploitation du réseau informatique CNE, c'est l'espionnage informatique. D'accord. L'attaque de réseau informatique CNA, c'est du sabotage. Hein, ça peut s'apparenter à une attaque militaire traditionnelle. L'espion de la guerre froide, si je dois reprendre mon analogie, ma métaphore, va essayer de tout casser, hein, en partant. Ou, comme dans le film Fight Club, il va introduire soit une bouteille de gaz, une fuite de gaz, hein, peu importe, il va tout faire péter, d'accord? Une bombe, ce que vous voulez. Vous voyez bien que là, on introduit du sabotage, hein, du sabotage volontaire et de la destruction qui peut entraîner soit une destruction totale, soit ce qu'on appelle du déni de service, hein, c'est-à-dire qu'on va impacter de façon temporelle notre adversaire, d'accord? Donc le CNA, c'est ça, c'est la conduite informatique des attaques dans le cyberespace, ni plus ni moins. C'est ce qu'on appelle la cyberguerre. Elle décrit les actions et les effets allant de quelque chose de très subtil. Hein. Si je m'introduis, je fais une APT dans tes systèmes et je reste résident pendant des mois, tu ne le sauras pas. C'est subtil. Hein. Tu, tu as peut-être l'impression qu'il s'est passé des choses, mais tu n'as pas encore de preuves tangibles. D'accord? Au catastrophique. Hein. Catastrophique, je fais péter une de tes centrales, je fais péter tes barrages, etc. etc. J'ai pas envie de vous donner de mauvaises idées. Donc l'attaque des réseaux informatiques non cinétiques, hein, ce qu'on appelle le CCNA non-kinetic, hein, en anglais. Alors là, c'est les effets de bord. Les fameux effets de bord dont je vous parlais, c'est des actions de guerre, de cyberguerre, et ça va entraîner la perturbation, le déni, la dégradation, la destruction initiée. Ça va être effectué par des ordinateurs et des réseaux informatiques, mais c'est un effet de bord. C'est-à-dire que la résultante, hein, qui peut être par exemple, bah, je vous disais, la nuit il peut faire extrêmement froid, on peut pousser l'éclatement des conduites d'eau. Hein, si on coupe le chauffage, les conduites peuvent rompre à cause du froid. Donc la cause, elle était virtuelle. Notre espion a pris le contrôle des systèmes informatiques qui géraient le chauffage, d'accord? Mais l'effet pour les habitants, par exemple, qui n'ont plus d'eau, est bien réel. Hein. Quand il y a eu cette cyberattaque au début de la guerre en Ukraine, donc là, je parle de 2014, hein, je parle pas de 2022. En 2014, on a eu une attaque sur les centrales nucléaires notamment, mais les centrales d'acheminement et puis les gros générateurs, hein, qui permettent de distribuer, de découper le courant, hein, puisque vous savez que les lignes haute tension, si on vous donne du courant comme ça chez vous, vous risquez de faire cramer tout votre équipement à la maison. D'accord? Donc on a besoin de découper le courant. Hein. Chez vous, il arrive en 220 volts. D'accord? Mais tout ça, tout est relié, hein, puisque qui dit courant dit communication électrique, électronique, électromagnétique. Donc tout ça est connecté. Puis maintenant, vous savez, il y a des IoT, hein, des Internet of Things, des Internet des objets, un peu partout. Donc, bah, malheureusement, on peut en prendre le contrôle. Très souvent, vous avez un mini Linux, hein, qui tourne sur votre objet intelligent, hein, que ce soit votre téléphone, je sais pas, à la maison, vous avez peut-être, comment dire, les assistants virtuels, Alexa, tous les noms à la con, Siri et j'en passe, hein. Mais c'est pareil, il faut un système d'exploitation. Votre routeur, c'est aussi un internet des objets, ok? Il est connecté à internet, il vous rend des services, mais il y a un mini Linux bah, qui gère les communications, hein, qui prend le contrôle de votre routeur, contrôle toute votre maison maintenant, hein, toute la domotique, les serrures, les portes, les murs, les fenêtres des maisons. D'accord? Alors voilà, c'est bien de tout vouloir tout automatiser. Mais le jour où on prend le contrôle de ça, ta voiture, on peut, hein, je te disais, ouvrir les portes, la pirater, la voler. D'accord? Mais si tu es sur l'autoroute et que je peux prendre le contrôle de l'ordinateur de bord en passant par le système satellite, eh ben, je peux te donner un coup de volant, hein, à l'insu de ton plein gré, encore une fois, et un petit coup de frein, tirer le frein à main, et t'imagines bien que là, à 130 sur l'autoroute, qu'est-ce qu'elle va faire ta voiture? Enfin, surtout toi, tu vas faire des tonneaux, hein, et il y a de fortes chances que tu sois mort. D'accord? Donc c'est extrêmement dangereux. Hein, on peut faire des assassinats ciblés et c'est un moyen d'élimination qui est quasiment invisible. Hein. Quand une agence de renseignement veut tuer quelqu'un, bah, elle a de plus en plus les moyens. Hein, et on dira, bah non, c'est un bug. Pas de chance, on a eu des soucis dans l'ordinateur de bord de la voiture.
Mais voilà, ça c'est des scénarios qui paraissaient il y a 10-20 ans de la pure science-fiction, tout ce que je vous raconte. Demain, dans la société qui se dessine, ça va être des problématiques d'ampleur, hein. Comment sécuriser tous les équipements, hein, puisqu'on va passer dans cette société avec la 5G, hein, qui sera omniprésente, les smart cities, vous avez déjà vos smartphones, hein, tout devient smart, hein, même dans la ville, dans les campagnes, tout va être relayé par des relais en 5G et tout sera communiqué, hein. Vous pourrez même plus voler sous les radars, hein. Maintenant, on peut encore partir dans quelques endroits de France, hein, la campagne, on est tranquille, on n'est pas, entre guillemets, espionné, hein. Demain, j'ai bien peur que, même dans n'importe quel champ de France et de Navarre, il y ait la 5G, hein, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Donc voilà la société qui se dessine, hein, à vous de juger. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça fait un peu peur? Ça a l'air vraiment d'une dystopie qui se dessine, où on peut faire confiance, hein, aux gens qui nous dirigent, à l'armée, tout ça, tout ça, tout ça. Et tout va bien se passer, comme dirait l'autre. D'accord? Donc si j'en reviens à ce que je vous disais, la CCNA, soit c'est direct, j'envoie un missile dans un centre de données, ça c'est du CNA. D'accord? Je vais exploser ton centre de données. Mais je peux le faire beaucoup plus furtivement, via des attaques. Ok? Dégrader, détruire, perturber tes ordinateurs, tes réseaux informatiques, et je peux avoir l'effet d'un missile, hein. Je vous ai parlé de l'attaque de Natanz, Stuxnet. Ok? Stuxnet, bah, c'est quoi? C'est éviter d'envoyer un missile sur Natanz, sur la base militaire d'enrichissement de l'uranium du programme iranien. Je vais envoyer plutôt un verre, et le verre va se propager, ok? Mais l'effet est le même, d'accord? Donc vous voyez que maintenant pour une armée, bah, avant on n'avait pas trop le choix, il fallait envoyer une bombe ou un missile. Maintenant, on peut, on peut faire autre chose, hein, qu'envoyer un espion tuer, par exemple, hein, les scientifiques qui travaillent sur le programme militaire, hein, comme fait notamment Israël. Mais j'ai dit que je ferais pas de politique. Donc voilà, maintenant on a plus, hein, que des. Je vous ai dit, on avait les forces spéciales, on avait les espions, hein, on avait toute la composante classique d'une armée. Maintenant, bah, on remplaçait tout ça, même les cyberguerriers, hein, les hackers peuvent avoir même des fois des, comment dire, des impacts supérieurs, hein, puisque je vais t'envoyer un missile, une bombe, ça va te faire peur. Mais si tu sais que tu es espionné ou si tu sais que tu subis une cyberattaque, ça dure des mois, bah crois-moi qu'il y a en plus une composante psychologique, hein. Je commence à te faire la guerre psychologique parce que tu vas péter un plomb, hein. C'est comme si tu sais que tu as détecté une attaque, mais tu n'arrives pas à localiser, hein. Où est le ver, où est le virus, hein? Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux faire confiance aux indicateurs? Tu vois? Tu es dans une centrale, on te dit que tout va bien. Est-ce que la température, ça va bien? Est-ce que la pression des conduites dans ta centrale, ça va? Ou peut-être tu es en train de te faire manipuler par le virus, hein, qui te donne des fausses données de télémétrie. Et c'est exactement ce qui s'est passé, hein, à Natanz. Donc voilà, CNA non cinétique, hein. Les effets physiques sont bien présents, mais ce sont des effets de bord. Natanz, je vous ai dit, Stuxnet a fait tourner les centrales d'enrichissement, hein, des centrifugeuses qui sont là pour concentrer l'uranium, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on les a fait tourner tellement vite que ben, elles se sont détruites, hein, par la force cinétique, la force de rotation. Eh ben, elles se sont abîmées, elles ont été toutes foutues. Mais ça s'est fait graduellement, petit à petit, hein. Puis on les a pas fait tourner toutes d'un coup, hein. Certaines tournaient très lentement, d'autres tournaient très rapidement, et puis on alternait pour que les gens qui étaient là-bas sur place ne voient strictement rien, hein, n'entendent strictement rien. Voilà, c'est une guerre invisible. Mais si cette guerre invisible est bien faite, eh ben, c'est beaucoup plus efficace qu'un missile ou une bombe. D'accord? Maintenant, on va passer au Computer Network Defense, ce qu'on appelle le CND. Ça protège donc les réseaux, hein, d'une armée contre l'exploitation et les attaques, hein. Grosso modo, c'est les serrures, les portes, les murs et les fenêtres de la maison. Et il faut, en cybersécurité, en blue teaming, qui est, pour refaire des analogies, un policier qui passe, hein, qui fasse sa ronde une fois par jour. Et c'est par exemple des balayages radars pour couvrir l'ensemble du territoire et s'assurer que on n'est pas envahi. Et c'est des systèmes de missiles antiaériens, hein, qui bordent toute la frontière du pays, le territoire même, et qui seront à même de descendre éventuellement, hein, un objet
qui nous appartient pas, d'accord? Qui est dans les airs. Donc le CNA, comme le CNA, pardon, le CND, il comporte à la fois des aspects physiques et virtuels, hein. Le terme ne s'applique généralement qu'à la sécurité virtuelle, et est donc utilisé de cette façon dans tous les propos que je vais vous tenir, d'accord? Donc je vous ai mis le diagramme, hein, les différentes disciplines CNO, comme on les appelle, et vous voyez la confluence, hein, entre l'ANC, le CND, le CNE, hein, et on voit qu'à un endroit, on a la non-cinétique, l'efficacité, l'exploitation, la cinétique en termes d'attaque, non cinétique, hein, s'entrecroisent, et on voit les zones de confluence. Et pareil, en termes de défense, votre défense, si elle est à la limite, hein, limitrophe à l'exploitation CNE, elle pourra être fonctionnelle. Et si jamais ça va trop loin, c'est pareil, on sort, on est hors limite, hein. Donc on a en attaque, on est hors limite, c'est-à-dire que la cyberattaque n'est plus nécessaire, on passe par des moyens conventionnels, hein, j'en reviens à ma bombe, au missile pour te détruire, hein, puisque ma cyberattaque soit inefficace, soit n'est pas nécessaire. Et c'est pareil en défense, vous protégez votre périmètre qu'avec quoi? Les capacités que vous avez. Capacités techniques, opérationnelles, de veille, hein, proactive, mais vous pouvez pas vous protéger contre des attaques, contre des vecteurs d'attaque que vous ne connaissez pas, hein. Si j'utilise des failles 0D, typiquement, tu ne sais même pas qu'elles existent. Donc toi, tu te protèges en fonction, je te disais encore, hein, du débriefing que tu as pu avoir, des procédures qu'on t'a données, hein. Mais tu ne peux pas inventer l'impensable, hein. Tu ne crois que ce que tu vois, hein, c'est bien le problème. Donc à un moment, la cyberdéfense, elle est pétée. Tu sais pourquoi? Parce que ton adversaire utilise tellement des techniques à des années-lumière de ta propre conception de la sécurité que tu comprends pas, ça te dépasse. D'accord? On en revient à ce que disait Clark, hein, dans ses principes. La première loi de Clark, c'est toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Je vous laisse méditer sur ces propos. Et voilà, dans le contexte dans lequel on parle. Alors, une CNA non cinétique efficace, ça nécessite d'avoir au moins un accès à la cible, hein. Généralement, plus vous avez d'accès, plus la gamme d'options disponibles est large. Avec un accès minimal, on peut temporairement mettre un site web hors limite, hors ligne, pardon, faire un déni de service. Avec un accès étendu, on peut effacer les données de dizaines de milliers d'ordinateurs et mettre vraiment l'entreprise hors service pendant une semaine, hein, comme ça a été fait. Je vous ai parlé d'Aramco, hein, enfin, je vous ai parlé dernièrement, non, c'était pas d'Aramco que je vous parlais, pardon. Colonial Pipeline, pardon, excusez-moi, c'est l'âge. Et donc Colonial Pipeline, mais on a eu aussi des précédents avec la compagnie pétrolière Saudi Aramco, hein, prétendument par l'Iran. Et vous savez, les conflits qu'il y a entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, feutrés, et parfois non. Et voilà, hein, ils ont complètement foutu hors ligne Aramco via une cyberattaque, hein. Donc encore une fois, on analyse les cyberattaques pour comprendre et voir ce qui s'est passé, hein. C'est le principe du threat modeling, du threat intel, d'accord? Intelligence de menace et modélisation de la menace, catégorisation, hiérarchisation de la menace, pour mieux la comprendre. Donc le CND en defense, ça s'appuie pas directement sur le CNE, si vous avez suivi un petit peu. Du moins, pas tant qu'il reste illégal de contre-attaquer, d'accord? Parce que, encore une fois, je vous ai dit, on a les rules of engagement, hein, les règles d'engagement dans l'armée. Vous avez des règles pour répliquer, pour contre-attaquer. D'accord? On croit toujours que la guerre, c'est fait à l'arrache. Des fois, ça l'est. Des fois, on ne respecte pas les conventions de Genève, hein, comme c'est le cas pendant le conflit en Ukraine. Mais voilà, le principe de retaliation, hein, en anglais, contre-attaquer, se venger, il y a une certaine doctrine, hein, une doctrine qui est appliquée et qui évolue en fonction du contexte. Donc on va essayer de créer une défense de réseau réussie pour comprendre ce qui s'est passé. La cyberattaque, c'est avoir les bases, bien comprendre tout ça, hein. Encore une fois, si je vous demande de créer un gilet pare-balles et que vous n'avez aucune connaissance en balistique, il va y avoir des trous, hein, dans la raquette. Et puis, vous allez mal finir. Je vais vous tirer dessus, vous allez me dire: «Ouais, mon gilet pare-balles, il est top», et en fait, vous allez vous prendre une balle. Pas de chance.
hein. Donc voilà, le but c'est d'améliorer les équipes, hein. Tout ça, ça passe par la formation et encore une fois, c'est pour ça qu'il y a les wargames, c'est pour ça que bleu défend, c'est pour ça que rouge attaque, c'est pour ça que maintenant on parle de purple teaming, hein, que ça soit dans le monde militaire ou dans le monde civil. D'accord? Puisque c'est le principe de synergie, hein. Les attaquants auront toujours une longueur d'avance, donc ça va permettre de tester, entraîner les équipes bleues. D'accord? Donc le CNE, c'est central et ça demande d'être formalisé, hein. Alors, on a une publication conjointe, hein, joint publication, c'est important de lire les documents parfois de l'armée américaine et je vais vous le traduire, c'est permettre aux opérations et aux capacités de collecte de renseignements menées à l'aide de réseaux informatiques de recueillir des données à partir de systèmes ou de réseaux informatiques, pardon, de façon automatisée, autonome, pour traiter des cibles ou des adversaires. D'accord? Donc c'est ce principe de fusion, hein, des systèmes à la fois physiques et virtuels, hein, et le contrôle de l'information, hein, et la cyberguerre, comme elle s'applique sur des cibles, sur des adversaires, et de façon autonome, hein. Les drones deviennent autonomes. Et ben, les cyberattaques sont lancées par des botnets, d'accord? C'est vraiment, on code des machines qui vont attaquer d'autres machines. Tout est automatisé, d'accord? L'être humain ne peut pas prendre de décision aussi rapide. Il faut de l'intelligence artificielle, d'accord? Pour traiter, pour contrôler la data, et puis pour lancer ces cyberattaques, hein, et c'est que le début, d'accord? Plus les systèmes informatiques avec la loi de Moore vont évoluer, la bande passante qu'on va avoir, dans 10, 15, 20 ans, vous aurez peut-être du 25, 50 gigas à seconde à la maison, hein, ça sera parfait pour vous espionner d'ailleurs, mais je digresse. Et, heu, et voilà. Et c'est pareil, l'intelligence artificielle va évoluer, hein. On l'appelle intelligence artificielle, vous savez qu'on en est loin, loin, hein. Mais voilà, ça évolue de façon exponentielle, hein. C'est une courbe de Gauss. Donc la première chose à noter, c'est que la CNE, au sein du DoD, elle est dirigée, hein, vers une cible, un adversaire. Donc c'est un facteur de différenciation. On a de nombreux vers au virus informatique. On a eu Michelangelo, Code Red, Melissa, SQL Slammer, qui ont accédé au système informatique. Et pourtant, ces infections n'étaient pas CNE, car il n'y avait pas de cible visée et aucune intention de recueillir des informations. Donc là, on est typiquement dans quoi? Dans le déni de service, hein. Donc un verre, entre guillemets, aveugle, bah, ça ressemble plus à la grippe, en fait, hein. Il n'y a pas de choix conscient de la victime. D'accord? Une personne tombe malade, c'est une combinaison de défense naturelle, de préparation, de chance, hein. Alors que si je fais une guerre biologique, bactériologique, hein, je ne parlerai pas de Wuhan, eh ben, je vais cibler, une cible particulière, hein. On a vu malheureusement que bah ouais, le Covid, la plupart des gens, c'était des gens hyper tendus, qui avaient des problèmes cardiaques, qui étaient obèses, hein, qui étaient en surcharge pondérale, qui avaient des problèmes naturellement respiratoires. Donc voilà, c'était très grave pour eux. Et en fonction de la population, de l'âge, eh ben, c'était moins grave pour d'autres, hein. Donc on ne pouvait pas généraliser, d'accord? Mais on savait pas. Et si je dois reprendre la métaphore que je vous faisais, vous vous défendez pour un type d'attaque, un type de virus. Du jour au lendemain, il y a le coronavirus. Vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas comment vous en protéger. Et bien encore une fois, vous voyez la déroute, hein, et l'impact que ça a pu avoir sur l'économie globalisée, hein. Faut bien, voilà, c'est le parfait exemple. Donc je vous ai parlé de Stuxnet. Stuxnet, c'est l'opposition. C'est un verre également, mais c'est pas le verre aveugle. C'est le verre spécialement créé dans des laboratoires militaires pour attaquer une cible militaire. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec les autres attaques. D'accord? Ça a attaqué toutes les installations nucléaires iraniennes avant d'infecter d'autres entreprises. Le problème, c'est que, comme la plupart des vers, il s'est répliqué, hein, il s'auto-réplique et il est sorti de l'Iran en fait, hein, il n'a pas infecté que l'Iran, après il est parti partout, il a infecté la terre entière et c'est même revenu chez les Américains, hein. Donc encore une fois, tirez les leçons, hein, qui en découlent, vous développez une cyberarme, cette arme peut se retourner contre vous, hein.
vous financez des groupes terroristes pour lutter contre d'autres terroristes, ça peut se retourner contre vous. Hein. Ben Laden, c'est le meilleur exemple. Il a été formé par l'ISI, hein, les services pakistanais qui officiaient pour la CIA, naturellement. C'était une guerre de procuration, proxy war. Donc les Verts, bah, c'est un peu pareil. Hein. Je vais demander, je vais passer par d'autres services, je peux pas le faire moi-même, hein, parce que j'ai pas le droit de t'attaquer, donc je vais demander à un pays allié, écoute, tu veux pas injecter ce petit virus, s'il te plaît? Et voilà, hein, soi-disant que bah voilà, on a droppé des clés USB et il y a un insider qui est rentré dans Natanz, qui a mis la clé sur un ordinateur et voilà, le verre s'est répliqué. D'accord? Voilà, moi je vous ai dit ce que je pensais, je pense pas que c'est cette histoire-là, mais bon, peu importe. Donc vous voyez, pour un État-nation, je vous le disais, et là pour le ministère de la Défense américaine, les, la base des discussions. Hein. Là, je vous ai projeté des scénarios qui sont plausibles. Hein. On est en train de penser à l'avenir et qu'est-ce qui pourrait se passer de plus grave pour justement réfléchir aux mesures. Hein. Je vous répète tout le temps, depuis la nuit des temps, mesure contre mesure. Hein. Je vous donne les exemples. Tu veux descendre mon avion, tu captes les infrarouges, la tuyère où s'échappent les gaz chauds de mon avion, eh ben, je vais créer un laser, hein, qui va venir éclairer la tête chercheuse de ton missile, et grâce aux infrarouges, je vais te faire de la guerre électronique, électromagnétique, même j'ai envie de dire, je vais faire du brouillage actif, hein, et ta tête, hein, chercheuse, eh ben, va être complètement rendue aveugle par mon laser. Hein, et au lieu de détecter l'avion, tu vas plus rien voir. Ton missile il va être aveugle, il va voler en ligne droite, et puis après, bah, il aura plus de carburant, de comburant, et il va s'écraser comme une grosse merde. D'accord? Voilà. Parade contre parade. Donc c'est tout le temps comme ça. Donc maintenant, on va parler un peu des opérations. Alors, les opérations CNE, c'est une série d'actions coordonnées dirigées vers un ordinateur ou un réseau cible dans la poursuite d'un objectif de mission. L'objectif de la mission peut être n'importe quoi. Ça peut aller de l'intelligence politique, économique, des plans de conception, hein, du tech-int, comme on dit dans le renseignement, des stratégies d'entreprise ou de simples informations financières. Hein. Vous voyez que en fonction des cyberattaques qui ont été menées l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, les objectifs n'ont pas ce ne sont pas les mêmes objectifs, hein. Elles n'ont pas les mêmes vocations. Donc le mot cible, on l'utilise constamment, hein, ça a une dualité intentionnelle. Qu'il s'agisse de systèmes ciblés, hein, de réseaux ciblés, de données ciblées, d'employés ciblés, on utilise le principe de target. Hein. Là, c'est le jargon CIA, NSA. Donc ça fait référence à l'objectif et aux obstacles pour l'atteindre. Hein. Donc la cible comprend à la fois les données que vous souhaitez acquérir et les forces en place, les forces en présence pour les protéger. C'est ce qu'on appelle les assets, hein, en anglais. Donc si le mot attaquant est couramment utilisé pour décrire l'acteur offensif, le défenseur correspondant est notamment absent. Hein, on parle rarement de défenseur. On parle tout le temps d'acteur malveillant, acteur offensif, hein, attaquant. D'accord? Mais vous savez que, bah oui, bien sûr, il y a des équipes. Hein, il y a des équipes et une cible peut se défendre. Mais peut-être elle est dans l'incapacité de se défendre parce qu'elle ne le sait pas ou elle n'a pas la technicité. D'accord? Donc une cible peut même ne pas savoir. Hein. Je vous le disais, si et quand, combien de temps elle est attaquée. Hein. C'est toujours le cas, c'était il y a 6 mois, c'était il y a 2 ans, ça fait carrément 3 ans qu'on est espionné, on le sait même pas, tu vois? Et c'est ça. Parce que si elle se doute de quelque chose, elle va pouvoir mettre en place des contre-mesures. Mais si elle ne sait pas, elle fera rien. Mais toi, tu es dans la place. Hein, comme je dis toujours, tu es le ghost in the shell. Tu es le fantôme dans la machine. Donc maintenant, tout le monde sait ce qu'est un ordinateur. Hein. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Vous avez des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, vous avez même des smartphones. D'accord? Mais vous oubliez que votre téléviseur, votre système d'alarme, votre système de climatisation dans votre immeuble, votre voiture, je vous ai dit, ordinateur de bord, hein, connecté par satellite, tout ça, ce sont également des ordinateurs, hein, en termes généraux. Un ordinateur, c'est un appareil qui contient ou qui peut être utilisé pour accéder aux données recherchées. Donc tout ça, de facto, deviennent quoi? Des internets des objets. Hein. Qu'est-ce qu'un internet des objets? C'est ni plus ni moins qu'un ordinateur qui est connecté au net. Ok? Internet des objets connectés.
ok? Objet connecté. Mais ton ordinateur, c'est aussi un objet connecté. D'accord? Tout est objet connecté. Puisqu'aujourd'hui, même votre télé, elle va peut-être faire des mises à jour via son câble RJ45 ou le Wi-Fi. Elle va vous permettre de faire des rebonds sur votre réseau. Vous pourrez utiliser peut-être du Bluetooth, hein, et un réseau en PAM, par exemple, PAM. Donc voilà, hein, c'est omniprésent et c'est très puissant, surtout pour une partie attaquante. D'accord? Donc votre ordinateur devient une cible, hein. Vos internets des objets deviennent également des cibles, ok? Pour un attaquant, et les deux à la fois. D'accord? Donc le même ordinateur peut exécuter un produit de sécurité défensif et un programme conçu pour contourner ce même produit. Hein, tu l'as bien compris. D'accord? Je te vends un antivirus, mais peut-être que l'antivirus te protège, mais moi me permet de faire des appels en bas niveau dans ton kernel et de prendre le contrôle de ton ordinateur sans que tu le saches. Ok? Et comme tu me fais confiance, eh ben, ça sera $1 pour toi. Hein? En plus, tu as le sentiment, tu vois, d'être sécurisé. Hein? Le contrôle est une illusion, disait Mister Robot. Ben, on est en plein dedans. D'accord? Mais voilà, toi, tu penses avoir le contrôle, tu penses être protégé, et moi et ta nation, ben, je te protège. Je te rassure. Je te rassure, je vais empêcher les services chinois, hein, les services iraniens, qui tu veux. Hein, mais si je suis américain, t'inquiète pas. Hein, je ferai rentrer tous les Américains, il n'y a pas de problème. On aura accès à ton ordinateur, on en fera ce qu'on veut. Par contre, si jamais les services de renseignement ou le renseignement militaire essayent de rentrer sur ton ordinateur, je te promets qu'on va les en empêcher. Donc tu vois cette dualité, hein, tu penses pas toujours. Et si on te rend un service, crois-moi que sans que tu le saches, on peut te rendre d'autres services. Ok? Je te le répète tout le temps, toute technologie peut être militarisée. Hein. Ton antivirus, ça sera la plus grosse porte dérobée dans le système. D'accord? Il n'y a pas que ça. Tu sais très bien qu'il y en a des centaines. Hein. Donc voilà, faut voir, comme disait Mister Robot, hein, il joue avec son père depuis tout petit aux échecs, c'est un grand échiquier. Hein. Le monde est un grand échiquier, je vous parlais du monde globalisé, digitalisé, nos économies également, et nos ordinateurs, ok, les infrastructures, tout ça c'est un échiquier. Hein. Et dans l'ombre, en silence, c'est une guerre invisible, c'est une guerre parfois qu'on croit indolore, mais comme je vous ai dit, qui a un réel impact. D'accord? Donc c'est une guerre invisible, mais chacun déplace ses pions, hein, en silence. Pièce noire, pièce blanche, hein, on avance sur certaines cases, on recule sur d'autres, et le but c'est de maintenir le contrôle, d'un côté comme de l'autre. Hein. Au fur et à mesure que le jeu progresse, on sait qu'il va y avoir peut-être une escalade. Hein, et si l'autre fait des coups qui piquent, qui font mal. Hein. Je perds ma tour, je perds mon cavalier, je perds ma dame, avant de perdre le roi, et ben là, je vais peut-être moi aussi te faire des saloperies, hein, à l'adversaire. Donc encore une fois, tout est question de, je vous ai dit comment on appelle ça, de niveau d'agression. D'accord? Si jamais tu m'agresses avec un certain niveau, je vais répondre par la force avec le même niveau. D'accord? Et c'est pareil sur les champs de bataille. Si tu utilises le feu nucléaire ou des armes nucléaires tactiques, eh ben moi aussi, je vais prendre la décision d'utiliser également des armes nucléaires tactiques. D'accord? Donc un réseau informatique, on fait des métaphores, hein, toujours pour vulgariser un concept, des concepts plutôt complexes. Hein. C'est pour ça que j'ai mis du temps à essayer de faire une synthèse et d'essayer de rendre ça un peu attrayant parce que c'est complexe et puis tout le monde n'est pas fasciné par le sujet comme moi je peux l'être. Hein. Mais voilà, un réseau informatique, c'est une hiérarchie d'ordinateurs connectés, contrôlés par une entité. Hein. L'entité, généralement, un État-nation. D'accord? Donc les réseaux informatiques peuvent être simples ou complexes, allant de deux ordinateurs connectés à un seul câble, point par point, à des millions connectés via des liaisons satellites, hein, ou océaniques. Alors, grosso modo, hein, quelques pourcents, vous savez que ce sont les liaisons satellites, et tout le reste se fait par de la fibre optique sous l'eau. Hein, c'est océanique. D'accord? Et il y a des petites black box qui sont installées, hein, à la sortie, et puis on écoute les câbles sous-marins. Hein. Je vous avais montré sur le Discord d'ailleurs comment, pendant la guerre froide, hein, on avait mis sur écoute tous les câbles militaires de l'Union soviétique, hein, avec des sous-marins, des hommes grenouilles et tout ça. C'est vraiment James Bond, ni plus ni moins.
Donc les réseaux, ils sont constitués à la fois d'ordinateurs et de périphériques réseau. Une périphérique réseau, c'est toute périphérique, pardon, dont le but est de faciliter ou d'empêcher la communication. Les périphériques réseau simples sont comme, par exemple, un disjoncteur, hein, qui peuvent être chez vous domestiques. L'électricité, pardon, dans ce cas, nous, c'est la métaphore, c'est plutôt les données sont acheminées comme du courant, en fait, hein. On, on a des câbles modem, on a des convertisseurs, du signal ADSL, fibre, et on a des points d'accès Wi-Fi. D'accord? Ils font transiter comme de l'électricité. Cette électricité fait passer de la data, hein. Vous connaissez ce principe de CPL, quoi. On peut acheminer de la data, du réseau, de l'Ethernet, grâce au CPL, grâce au courant électrique, au câble électrique. Donc les périphériques réseau les plus sophistiqués non seulement acheminent les données, mais elles peuvent également accorder, surveiller ou refuser l'accès de manière sélective en fonction du type de données et de leur destination. Alors, on a les commutateurs intelligents, hein. Avant, on avait des bête hubs, hein. Après on a eu des switches, on a eu des routeurs, des pare-feux, hein. On a du state, du stateless, on a des pare-feux intelligents maintenant, dits intelligents. On va utiliser du machine learning, on va utiliser du deep learning, hein, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Et ces périphériques réseaux sont suffisamment sophistiqués pour être considérés comme une classe spécialisée d'ordinateurs, ni plus ni moins, en fait. D'accord? Donc la définition finale nécessaire, bien qu'elle soit pas explicitement incluse au niveau des opérations, c'est Internet. Internet, c'est un vaste système de réseaux reliés entre eux, mais sans entité commune qui en contrôle l'accès. Alors vous savez, je vous ai déjà fait des vidéos, l'architecture dorsale, l'épine dorsale, le backbone, comme on l'appelle, c'est quand même les Américains. D'accord? Ils contrôlent les noms de domaine. Qui contrôle les noms de domaine, hein, avec la IANA, contrôle une partie de l'Internet. Mais une partie. D'accord? Donc c'est une série de contradictions en fait, hein, à la fois concentrées et dispersées, si on doit parler des GAFAM ou des grosses entreprises chinoises ou américaines qui contrôlent ces réseaux, mais ces réseaux en soi sont interconnectés, mais aussi segmentés et établis à différents endroits du globe, d'accord? Et en constante évolution, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on pense à la réglementation, à l'architecture, à la conception d'un système informatique ou réseau, mais on oublie que dans quelques mois, dans quelques années, il risque d'évoluer lui aussi, et ça peut introduire de nouvelles failles, de nouvelles perspectives en termes d'attaque et de nouvelles surfroides en termes de défense. Donc une opération CNE, c'est un attaquant qui n'est pas concerné par l'intégralité d'Internet, hein, mais uniquement son propre réseau. Le réseau cible, ou toutes les périphériques réseau, ou des services intermédiaires qui relient les deux, hein, ce qu'on appelle en anglais les third party, hein, les parties tierces. Donc on peut voir Internet comme un moyen de communication pour réaliser l'objectif d'une mission, hein, sur le plan militaire, opérationnel. Parlons justement des objectifs opérationnels. Alors, toutes les opérations du CNE, elles ont un objectif opérationnel ou plus simplement un but. Les objectifs opérationnels varient largement selon les acteurs, leurs capacités cyber, et les types d'objectifs sont communs. Les objectifs opérationnels peuvent être également divisés en 5 catégories. Une opération entre dans une ou plusieurs de ces catégories à un moment donné. Elles ne sont pas statiques, figées, hein. Dans le temps, elles évoluent. Une opération peut commencer comme fixée dans une catégorie, mais changer avec le temps ou même avec un changement de circonstances, hein. Je vous cite tout le temps en cybersécurité, on utilise le quadriciel AT&T-CK, hein, attaque, jeu de mots, pour justement parler des tactiques, techniques, procédures, et en fonction de ça, on voit ce qu'on appelle la MOA, hein, la maîtrise d'acte, maîtrise opératoire d'attaque, pardon, je vais y arriver. Et donc la MOA va évoluer, hein. Nous, l'ANSSI utilise cet acronyme, l'armée française également, d'accord? Donc la MOA, ça, faut retenir, et c'est ce que vous allez apprendre quand vous allez lancer des attaques en pentest, hein, en red teaming, ni plus ni moins. Quand vous allez passer l'OSCP, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on vous donne les tactiques, les techniques, les procédures, les TTP, comment ça fonctionne,
comprendre l'architecture, la théorie, passer à la pratique, et après vous allez mettre en exergue tout ça. Hein, mais c'est ce principe, c'est des modes opératoires d'action opérationnelle, et que ça soit encore une fois une cyberguerre ou les CTF que vous faites, c'est la même chose. Hein. Sauf que c'est un État-nation, sauf que c'est beaucoup plus important pour un État-nation que vous qui faites un CTF, mais le but c'est de préparer les équipes, que ce soit en attaque ou en défense, à faire le nécessaire le jour où elles seront confrontées à des problèmes, hein, où elles devront mener des opérations. Mais un engagement cyber pour une entreprise pour sécuriser ses infrastructures, par analogie, c'est une cyberattaque. Hein. C'est pas de la cyberguerre. Je vous ai dit, la cyberguerre, c'est le summum. Hein. C'est que les hackers étatiques, les États-nations qui font ça, mais ni plus ni moins. Encore une fois, on utilise les mêmes techniques, les mêmes procédures. C'est juste à une échelle, à une grandeur et à un niveau de technicité qui n'est pas atteignable par le commun des mortels. Hein, puisque, voilà, chacun a ses secrets, ses petites popotes, et il y a hein, un monde que vous connaissez peut-être, on en parle très peu parce que ça génère tellement d'argent, c'est le monde des 0D. Hein, mais vous inquiétez pas, chaque armée a ses 0D. D'accord? Qu'est-ce que vous croyez? Donc voilà, c'est des petits secrets bien gardés. Donc vous imaginez qu'en termes de techniques, de connaissances, de failles, de virus, de vers, tout ce que vous voulez, bah voilà. Si vous voulez le summum, bah, bien sûr, il faudra travailler pour une armée. Vous ne pourrez jamais, à moins que vous soyez un développeur talentueux, crafter hein, des malwares, puisque ce sont des armées de hackers, des armées de développeurs qui vont développer des virus extrêmement complexes. D'accord? Donc, les catégories opérationnelles, hein, on a l'opérationnel en termes de durée, et on part de bas, on monte vers le haut, et on voit qu'on a deux piliers, un à gauche, un à droite. On a le positionnel, hein, et accéder au positionnel, donc comment je me positionne en fonction de l'exploitation du réseau informatique de ma cible, et le stratégique, hein, quel but je veux atteindre. Et ensuite, on voit qu'on a notre ANC non cinétique, on a ce qui est réalisé, le recueil d'informations, hein, je vous en parle tout le temps. Tout ça, c'est les catégories opérationnelles, et tout en haut, la partie aussi stratégique, le recueil en termes stratégiques. Hein. Encore une fois, je vous ai dit, l'exploitation d'un réseau informatique pour une nation, ça peut avoir plusieurs objectifs, hein, qui sont parfois combinés. Hein. Je vais faire du déni de service, pendant ce temps, j'exfiltre les données, et après, je peux passer à une phase de destruction, totale du matériel. Donc la collecte stratégique, puisque pour un service de renseignement, pour le renseignement militaire, c'est primordial. Hein, c'est ce principe de collecte stratégique via des collectes d'informations sur le plan économique, politique, financière, militaire, hein, ou pour d'autres raisons stratégiques. L'objectif de la collecte stratégique n'est pas un élément de données particulier, mais plutôt la collecte de données au fil du temps, que vous pouvez analyser pour déterminer les changements de pouvoir, les plans, les tendances, les capacités de confrontation lors d'un conflit, notamment. Hein, selon Wikileaks, la NSA enregistre la quasi-totalité des conversations téléphoniques en Afghanistan. Hein. On avait aussi, comment dire, un programme qui, en moins de 10 secondes, est capable, à la NSA, de savoir que c'est bien vous. Hein. Vous décrochez le téléphone et on analyse votre voix, et via du deep learning, du machine learning, de l'intelligence artificielle, comme on dit aujourd'hui, hein, eh ben, on va reconnaître le fingerprinting de votre voix. Hein. Vous pensez tout le temps à vos empreintes digitales, à votre iris, votre scanner rétinien et tout ça. Bien sûr, vous avez des choses qui vous appartiennent. Hein. Votre ADN, c'est vous. Hein. Ça peut être rarement quelqu'un d'autre. Mais c'est pareil, votre voix. Hein. Et vous, regardez, vous parlez sur le Discord, vous parlez sur vos téléphones, vous parlez n'importe où, moi-même, là. Vous croyez pas que les algorithmes de YouTube, quand c'est part sur les data centers de la NSA, vous croyez pas que ma voix, elle a été samplée, et que je pense maintenant ils peuvent me faire dire tout et n'importe quoi, hein? Pourquoi? Bah parce qu'ils ont eu assez de données pour entraîner, hein, l'intelligence artificielle à reconnaître ma voix. D'accord? Bah c'est pareil. 10 secondes et on reconnaît votre voix. On sait que c'est vous qui avez passé le coup de fil. D'accord? Alors est-ce que c'est inquiétant ou pas? Je vous laisse réfléchir encore une fois.
Donc cette collection peut révéler les forces et les plans, hein, de divers seigneurs de guerre, si on s'intéresse à l'Afghanistan, au terrorisme, d'accord? La structure des leadership, je vais arriver de bas niveau, si on analyse Al-Qaïda, d'accord? Ou tout changement, s'il y a de la corruption gouvernementale. Ça permet de prendre, encore une fois, les bonnes décisions au bon moment. Savoir, c'est pouvoir, je vous le répète tout le temps, et c'est une des exigences du renseignement stratégique pour le gouvernement américain, notamment, hein. Ça, c'est les mots de l'auteur. Donc la collecte stratégique, ça permet de conduire à des informations tactiques. On va surveiller les communications, ce qu'on appelle le COMINT, des chefs de guerre particuliers pour comprendre la stabilité régionale et un objectif stratégique. Cela permet de fournir des informations tactiques exploitables qui peuvent être utilisées pour intercepter une cargaison d'armes en provenance du Pakistan, par exemple. Hmm. Donc ces informations pourraient orienter les analyses du renseignement vers d'autres cibles d'intérêt qui vont donner naissance à une opération de collecte dirigée, comme on l'appelle. D'accord? Donc on va lancer une cyberattaque et on va petit à petit, jour par jour, capter les données, hein, et commencer à les intégrer en base de données, raffiner l'information, je vous le répète tout le temps, pour extraire une opération qui est opérationnelle, hein, qui est stratégique ou tactique. Tout va dépendre de vos besoins, de vos capacités. Donc la collecte stratégique nécessite des capacités analytiques substantielles pour réussir, car il faut une énorme quantité d'informations. Et cette quantité d'informations, il faut la trier, hein. Et par nature, elle n'est pas exacte, elle peut être inconnue. Ou on peut avoir des faux positifs, on peut avoir des faux négatifs. Il y a environ 20 millions d'abonnés au téléphone mobile en Afghanistan. D'accord? Si on suppose que chaque abonné passe un seul appel téléphonique d'une minute par jour à un autre abonné, l'enregistrement de chaque appel nécessite le traitement et le stockage de 10 millions de minutes d'audio, soit 19 ans, tous les jours. Ah. Donc vous voyez pour les agences de renseignement comment c'est compliqué en termes d'infrastructure, de coûts opérationnels. C'est pour ça que il y a 7 gros serveurs aux États-Unis de la NSA. Je vous parle tout le temps de celui de Bluffdale, hein, puisque votre vie est archivée à Bluffdale dans l'Utah, hein. C'est Snowden qui nous a appris ça. Mais il y a des clones, hein, ça fait des, comme on dit, hein, ça fait des, comment dire, des répliques, hein. On a de la réplication au niveau des bases de données, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Mais vous voyez la capacité à traiter l'information. Et plus euh, on va créer de la data, et c'est le cas, hein, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui sont connectés au téléphone, à Internet, hein, dans les pays du tiers-monde, sont de plus en plus connectés, et donc bah, ça va faire de nouveaux acteurs en présence dans ce grand jeu, hein. Ce grand jeu de dupes, même j'ai envie d'ajouter. Donc en raison du coût et de l'ampleur technique de la collecte stratégique, cet objectif est limité aux États-nations, hein, aux organisations criminelles qui sont vraiment bien financées. T'imagines bien que Toto le hacker, lui, il n'a pas la capacité, ni même les disques durs, ni même les ordinateurs. Pourquoi? Pour enregistrer autant d'informations. D'accord? Donc les opérations de collecte dirigées, ça cible la collecte d'informations pour répondre à un objectif immédiat. La nature de l'information recherchée tout d'abord, et au moins sa catégorie générale, hein, dès le départ. Alors je te donne un petit exemple. On a la Chine qui aurait volé les plans du système Patriot, hein. C'est un missile de nouvelle génération qui a un intercepteur aérien ou un système, hein, qui permettrait de faire tomber les missiles quand ils sont dans le ciel, hein. Imagine qu'on te tire dessus, tu peux désactiver, hein. Maintenant, essayez d'imaginer que vous essayez de frapper cette balle, hein, avec une autre balle. C'est le cas si tu veux faire arriver à atteindre un missile, hein, qu'il soit nucléaire ou conventionnel. C'est vraiment essayer d'arrêter une balle avec une autre balle, hein. Je parle d'une balle de fusil. Donc t'imagines bien qu'il faut une quantité d'ingénierie, de technologies avancées qui vont être intégrées à ce type de système. Là, on en vient à ce que je te disais, le TechInt. Ok, l'intelligence technique faite par les agences de renseignement pour quoi? Parce que la cible, elle est digne d'intérêt. Intérêt économique, intérêt technologique, hein. Qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Ils ne sont pas été cons. Ils se sont dit pourquoi on va dépenser des milliards en recherche et développement à développer des nouvelles armes. On va se focaliser sur une ou deux super weapons, hein. Wunderwaffen, comme disait quelqu'un que je peux pas citer sur internet, pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. Ce principe qu'on a depuis la Seconde Guerre mondiale des super armes, d'accord? Mais ça coûte des milliards, hein, en recherche et développement. Il faut
des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de scientifiques. Si je laisse toute la partie recherche et développement, qui est quasiment les trois quarts, hein, du coût d'un programme militaire, d'armement, si je le laisse faire à mon ennemi, et puis qu'après j'envoie des espions, des étudiants, pardon, travailler, hein, dans tout le complexe militaro-industriel américain, et qu'ils arrivent à s'intégrer, ils arrivent même à récupérer, en plus de leur green card, ils vont récupérer la nationalité. Hein, et puis une nouvelle génération, 20 ans, 25 ans, 30 ans plus tard, ils font des enfants, ces mêmes enfants continuent à rester aux États-Unis, hein, et continuent à faire du renseignement pour l'armée de libération populaire, la PLA, hein, ce que j'appelle moi la Dark Army, comme dans Mister Robot. Ben voilà, t'as compris que t'as un cheval de Troie qui va t'espionner, hein. Tu es devenu une cible digne d'intérêt pour un État-nation, et plutôt que dépenser des milliards, je vais former des hackers, je vais former des espions qui vont venir te voler ta technologie. Ok? Et ce que tu as dépensé, toi, ça te coûte, hein, en PIB, en produit intérieur brut, produit national brut, tu vas dépenser des milliards, hein, pour travailler sur des programmes top secrets. Et ben moi, je vais te les voler et je vais tout rapatrier chez moi, et ça va me coûter quoi? Peut-être 1% des efforts que toi, tu utilises pour finalement livrer à ton armée ce programme top secret. Que ça soit un missile hyper véloce, tout ce que tu veux. Tu as bien compris. Donc, c'est intéressant, hein. Puis, franchement, nourrir une centaine de hackers chinois, ou un millier, ou un million, je veux dire, pour l'armée chinoise, la PLA, ils s'en foutent, ils le feront. Et ils les forment depuis qu'ils sont tout petits. D'accord? Donc, tu crois que tu as 20 ans, tu es bon en informatique. Moi, je te dis que l'armée chinoise, elles prennent les enfants, des fois, elles les séquestrent, hein. Les enfants, bah, partent, hein, des campagnes. On prend les meilleurs mathématiciens, alors, tous les enfants, mais vraiment à 5 6 ans, hein, qui ont un esprit scientifique, et on les met dans des casemates, hein, et on les forme à la guerre informatique. Vraiment. D'accord? C'est pour ça que je te parle de la Dark Army. Dès leur plus jeune âge, dès 5 6 ans, hein, on les forme aux mathématiques, à la physique, d'accord, au réseau, et à la guerre, à la cyberguerre, d'accord. Donc t'imagines bien que ces gens-là, quand ils arrivent à 20 30 ans, ce sont des machines de guerre, hein. Donc voilà, nous en France, c'est pas ça, hein, c'est pas ça, on n'a pas le droit légalement de vous prendre à 5 ans, vous arracher de vos parents pour en faire de vous des cyber-warriors, hein, des cyber-guerriers, d'accord? Aux États-Unis non plus, hein, mais pour rivaliser, bah ouais, hein. Est-ce que nous aussi, Français, on va pas avoir besoin de prendre les meilleurs cerveaux du pays et de les former très tôt, hein, puisque plus tu es formé tôt, plus tu deviendras bon, voire un prodige, d'accord? Puisqu'il n'y a pas de secret, hein, c'est de la technique, ça prend du temps. Plus tu commences tôt, plus tu, as- tu acquiers la compétence et la dextérité, d'accord? Donc c'est l'essence de la collecte dirigée, comme on l'appelle, hein. La cible est connue. Si on doit parler de la Chine, les États-Unis. On a Raytheon, hein, qui est un entrepreneur de la défense, ou l'un des principaux fournisseurs et partenaires du DoD, hein, du département de défense de l'armée américaine, qui s'est fait espionner, hein. On a eu des données sur ces systèmes d'armes qui ont fuité. Euh, et ben, il s'agissait probablement uniquement, peut-être, des spécificités du réseau à rechercher, hein, du type de données à rechercher, qui ont été apprises après le début de l'opération. Donc petit à petit, on va bah, déjà essayer de voir s'il n'y a pas ton personnel, hein, qui parle un peu trop le samedi soir dans une discothèque ou dans un bar, hein. On va lui payer des coups, on va gagner sa confiance, et après on va le retourner, comme on dit dans le renseignement, pour en faire une taupe, hein, pour acquérir des, comment dire, une- un espion, hein, de la part du pays adverse, qui va lui-même vous livrer l'information, hein, parce qu'il est mal payé, parce que son entreprise c'est de la merde, parce qu'il aime pas son chef, hein. On peut trouver plusieurs motifs, on peut flatter son ego, et vous savez que la plupart des gens, soit par idéologie, soit par coercition, hein, je peux le faire chanter avec diverses techniques, comme fait le renseignement, ou bah, je peux lui donner de l'argent. Et il y a plein de gens, ils sont mal payés, hein. Pourquoi il y a autant de corruption dans tous les pays? Parce que les gens sont mal payés, hein. Et si je te donne de l'argent, bah ouais, si t'as un salaire de misère et t'as une femme, des enfants, c'est vrai dans les pays du tiers-monde, mais c'est vrai chez nous en France, c'est pareil. Eh ben, j'arriverai à te retourner. Tu feras ce que tu veux.
Pourquoi? Bah, le pouvoir de l'argent sur les esprits, hein. Donc voilà, un système d'armes, c'est qu'un exemple, hein. On a des données financières, des cartes de crédit, on va pouvoir collecter, faire vraiment une collecte dirigée. Là, cette fois-ci, c'est plus 2 États-nations qui se font la guerre, c'est, des cybercriminels, hein. On a des listes de clients, des adresses email, tout ça peut être revendu sur le dark web. On a des communications Skype d'une personne en particulier, heu et voilà, tout ça, cette monnaie, hein, cet or noir, ce big data peut être aussi revendu, hein. Donc c'est des choses qui n'existaient pas en fait, hein, il y a 20-25 ans, on vous aurait dit: «Vas-y, je vais revendre des millions des données d'une entreprise sur le dark web», vous franchement, il y a 20 ans, si vous aviez raconté ça, on vous aurait dit: «Mais toi, tu es un fou, tu es un grand malade», tu vois? Déjà internet, ça existait pas. Tu fais quoi? Va parler à quelqu'un dans les années 80, tu lui dis: «Ouais, il y a un réseau international, tu peux communiquer avec un Chinois, en temps réel et tout, tu parles à ton ordinateur et tout», mais les gens ils t'auraient regardé, ils t'auraient dit: «Mais toi, tu es un grand malade, il faut te faire soigner, hein, faut aller dans un hôpital psychiatrique». Donc encore une fois, vous voyez, la la conception, hein, du monde qu'on a, de la technologie, ça c'est intimement lié à l'époque dans laquelle vous vivez, hein. Vous devez vivre avec votre temps. Aujourd'hui, on peut plus se passer des smartphones, on peut plus se passer d'internet et bientôt, demain, la société qui se dessine, c'est on pourra plus se passer de nos internets, des objets. Donc on voit les différences, hein. Je vous ai montré entre la collecte stratégique et dirigée. En fait, les seules différences, ça dépend, de l'intuition, hein, l'intention initiale aussi de l'opération, de la durée. Ça peut être des cybercriminels ou ça peut être des États-nations. Donc, étant donné que les opérations de collecte dirigée vont rechercher des informations spécifiques, l'opération peut se terminer après l'obtention de ces informations. On va exfiltrer les données, hein, ce qu'on appelle l'exfil, et on va disparaître ou rester résident dans le système, hein. Est-ce que quelqu'un croit que les Chinois vont abandonner tous les systèmes qu'ils ont compromis contenant des plans de conception d'armes? Je vous laisse répondre. Bien sûr que non, ils vont rester résidents, hein. C'est pour ça qu'on parle en cybersécurité d'APT, menace persistante avancée, Advanced Persistent Threat. Ok? Donc si des informations utiles sont recueillies une fois à partir d'une cible, ben, vous avez bien compris que cette cible est susceptible de contenir à nouveau des informations utiles pour la partie adverse, malicieuse, attaquante. D'accord? Donc un autre exemple, c'est un criminel qui va voler un lot de cartes de crédit, par exemple sur eBay, hein. Est-ce qu'il va s'arrêter? Ou s'il peut rester inaperçu, récolter plus de cartes de crédit, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr qu'il va rester. Il va prendre le risque, hein? Ou pas, ça dépend. D'accord? Donc voilà, généralement, les cybercriminels font du one shot, ok? Ils lancent une attaque, ils s'exfiltrent, ils revendent, d'accord? Ils vont rarement quand même revenir, hein, à l'endroit du crime. Par contre, pour un État-nation, pour un service de renseignement, pour le renseignement militaire et tout ça, vous devez rester résident, hein. Non seulement vous faites une opération de collecte dirigée qui va débuter, qui peut avoir parfois une espérance de vie courte, mais les opérations réussies vont être prolongées dans le temps, hein. Vous devenez résident, vous devenez vous-même, grâce à des portes dérobées, des implants informatiques, au plus profond, au chaud de votre adversaire, hein, parfois de vos alliés, hein, puisqu'on n'a que des partenaires, on a rarement des alliés en géopolitique, en géostratégie, et c'est ce qui se passe tous les jours. Et c'est invisible, on n'en parle pas, c'est top secret, c'est secret, et le jour où ça s'ébruite, eh ben, on se rend compte que de notre propre ignorance, hein, encore une fois, avant que Snowden, Assange vous ait donné les documents et fait fuiter ça, et que vous auriez expliqué à la terre entière, comme moi je m'évertue de vous expliquer que vous vivez à une époque de surveillance de masse, et bien sûr vous vivez en démocratie, mais bien sûr, les technologies qui sont utilisées contre vous, civils, eh ben, il y a quelques années, 20, 30 ans, on aurait dit que c'était des dictatures, hein, qui faisaient ça. Typiquement l'Union soviétique ou la Stasi en Allemagne de l'Est, hein. Ben, on voit que maintenant nos démocraties, hein, que ce soit les Américains ou nous les Français, on fait de la collecte dirigée sur vous en tant que citoyen. D'accord? Mais voilà, on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais il paraît qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans et qui le savent, hein. Moi, j'en fais pas partie, vous le savez. Donc voilà, à réfléchir, encore une fois, en tant que citoyen.
avec vos yeux, maintenant que vous êtes éclairé à toute cette captation de données, hein. Vous savez que c'est aussi vos vies privées. Alors la plupart des gens vont me dire: «Moi j'ai rien à cacher et tout ça». Bah ouais, mais t'as plus de vie privée, hein. Tu vois, tes parents avaient une vie privée. Toi, tu n'en as plus. Tu vois? Alors, parle avec tes parents, si t'as encore tes grands-parents, parle-en, tu vois? Eux, ils vont te raconter la vie qu'ils ont connue. Ils étaient, crois-moi, plus libres que tu peux l'être aujourd'hui. Mais comme on te divertit, tu n'as pas l'impression que tu es un esclave. C'est ça la beauté de la chose, hein. Et tu es même consentant à livrer tes données aux GAFAM, à ton gouvernement, à n'importe qui en fait, hein. Voilà, on a ton ADN, on a tes empreintes digitales, on a plein de choses sur toi, tu le sais même pas. Ou tu l'as donné volontairement. D'accord? Donc voilà, encore une fois, à méditer là-dessus. Mais revenons au sujet qui nous intéresse. Bon, l'attaque de réseaux informatiques non cinétiques. D'accord? Là, on a vu le renseignement ciblé. Les opérations CNA non cinétiques sont destinées à perturber, nier, dégrader ou détruire la capacité opérationnelle d'un réseau informatique. Alors, on a bien sûr dans les films, vous avez tout ça, des exemples extrêmes hein, qui sont dépeints dans les médias, dans les films, vulnérabilité du smart grid électrique, hein, du réseau électrique, système de contrôle du trafic aérien. Et c'est vrai, hein, on peut pirater le contrôle du trafic aérien. On peut même pirater des avions. D'accord? Comme on peut pirater des satellites, comme on peut pirater des barrages fluviaux, etc., etc. Mais après, c'est pas n'importe qui veut le faire. Tu l'as bien compris. C'est pas moi, Toto le hacker, qui va pouvoir faire ça. D'accord? Quoique. Mais on s'attardera pas sur, sur la technique. Donc la crainte, en fait, c'est qu'un acteur néfaste puisse avoir des conséquences physiques et dévastatrices, hein. Il suffit d'avoir, je te dis, une armée de hackers qui s'intéresse au mode probe, aux bus de communication hein, sur les systèmes SCADA, hein, ce qu'on appelle les PLC, hein, qui sont utilisés partout, les contrôleurs logiques, partout, partout, partout dans le monde industriel et comprendre que à partir de Shodan, hein, tu peux quoi? Bah, tu peux récupérer des plages IP. Ces plages IP, tu sais qu'elles sont attribuées à un certain pays, l'Ukraine ou la Russie, et tu peux toi-même, chez toi, commencer la cyberguerre. Pourtant, tu travailles pas pour les agences de renseignement, ni pour le renseignement militaire. Donc tu vois, c'est ça qui est assez inquiétant, et une journaliste faisait le parallèle le développement des réseaux informatiques, de la domotique, des internets des objets d'internet est critique puisque on est à une course à l'armement comme on a connu pendant la guerre froide avec les armes non conventionnelles, donc les armes nucléaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technique informatique peut être tellement accessible à la fois et comment dire, mise en œuvre dans une logique offensive que cette course à l'armement, cette course aux failles 0D, cette course aux cyberarmes, c'est comme le développement, en fait, des armes nucléaires pendant la guerre froide. Et c'était celui qui en avait le plus, hein, entre le bloc de l'OTAN, des Américains, et le bloc soviétique. Et bien là, c'est pareil. Il y a une course invisible dont on parle très très peu, le monde des 0D, et bien sûr, cette militarisation de l'espace, du cyberespace, hein. Et il n'y a plus de concurrence entre le monde militaire, le monde civil, hein, puisqu'on utilise des techniques dans le civil qui sont issues du monde militaire, pareil pour la technologie, et vice-versa, hein. On a les drones qui sont utilisés sur des théâtres d'opération militairement, à la base. Cela, pour une fois, c'est une des rares technologies, et les Français en étaient pionniers, qui est issue du monde civil, d'accord? Parrot, notamment, si on doit citer que lui. Donc la réalité des opérations non cinétiques de la CNA à jour est beaucoup moins spectaculaire. C'est pas les gros films de hackers comme on a l'habitude à Hollywood, hein. Le plus souvent, c'est un site web qui va simplement être mis hors ligne, attaque DOS, DDoS surtout, pendant un jour ou deux, hein. C'est ce que font la plupart des Anonymous, hein, comme on les appelle. Donc les méthodes de CNA non cinétiques, elles sont divisées en deux catégories générales. On a les attaques menées depuis l'extérieur du réseau de la cible, sans accès, et celles menées depuis l'intérieur, avec accès. C'est pour ça qu'en rouge, en red teaming, le vrai red teaming, vous allez faire deux types d'attaques. Vous allez mener des attaques depuis l'extérieur du réseau cible, de l'entreprise que vous allez pentest, sans accès, c'est ce qu'on appelle des attaques en black box, et
vous allez faire des attaques beaucoup plus ciblées, menées de l'intérieur, avec accès, où là, on simulera typiquement un insider, hein, ou en tout cas quelqu'un qui a eu un accès physique, qui est rentré déjà dans le périmètre physique de l'entreprise. D'accord? Pour installer peut-être un implant dans la salle réseau, dans le centre de données, etc., etc. Donc ces deux types d'attaques, si vous travaillez en red teaming plus tard, c'est ce qu'on va vous demander. Donc attaquer depuis l'extérieur d'un réseau sans accès, c'est relativement courant, hein, c'est toutes les attaques. On a vu Amazon, Yahoo, eBay, Microsoft, pratiquement toutes les grandes entreprises disposant d'un site web de commerce électronique ont vu leur réseau dégradé par des attaquants exploitant des milliers d'ordinateurs lors d'attaques par des nids de services distribués, comme on les appelle.